Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau format sur frontpopulaire.fr qui est un format de portrait de souverainistes et l'idée est de vous présenter chaque semaine, chaque quinzaine quand on ne pourra pas, de nouveaux acteurs de la vie politique qui sont convaincus du souverainisme, bien sûr, qui sont dans la nouvelle génération. On peut avoir 20 ans et être souverainiste. Au contraire, le souverainisme n'est pas une idée ringarde et une idée de vieux con, comme on dit, au contraire. Et l'idée de portrait de souverainiste, c'est de vous présenter, c'est donc cette jeune garde du souverainisme. Je suis très heureux de commencer cette série de portraits avec Paul Melun. Paul Melun, je disais, vous êtes dans la vingtaine, vous aussi, vous êtes donc véritable. Voilà. Encore pour quelques années. Encore pour quelques années. Voilà. Donc on va commencer de façon très simple. Comment vous vous présentez? Alors, je me présente comme un jeune homme engagé. Enfin, tant que je peux encore dire de moi que je suis un jeune homme, en tout cas engagé. Je suis engagé depuis longtemps. Mes premiers combats politiques étaient à gauche. Il se trouve qu'en 2010, quand il y a eu la réforme des retraites avec Nicolas Sarkozy, j'étais dans la rue, on avait bloqué le lycée, etc. Parce qu'on considérait, si vous voulez, que le temps de travail était quelque chose qui devait être aussi limité dans le temps et qu'on avait droit au loisir, au bien-être, etc. Je n'ai pas beaucoup bougé de ce temps-là, mais j'ai l'impression que c'est la gauche qui a bougé. Donc voilà, moi je me revendique comme quelqu'un d'engagé, engagé à gauche. Encore que, est-ce que le clivage gauche-droite est encore la seule clé? On va y revenir. Voilà, on va y revenir. Est-ce que c'est encore la seule clé pour comprendre notre monde? Voilà, quand on est souverainiste, c'est un nouveau clivage. Et puis j'écris, donc je suis essayiste, j'écris des textes principalement dans les grands journaux, et puis j'écris aussi pour mon éditeur. J'ai écrit un livre qui s'appelle Enfants de la déconstruction, portrait d'une jeunesse en rupture. C'était mon premier bouquin que j'ai écrit avec mon meilleur ami, Jérémy Cornet, qui est un livre où en fait on fait l'autopsie de notre génération à l'aune de la mondialisation, du capitalisme, de la financiarisation de nos économies, puis on essaie de comprendre comment est-ce que notre génération, la génération des moins de 30 ans, elle interagit, qu'est-ce qu'elle comprend de ce monde, etc. etc. D'accord. Alors, je vais être très précis. Vous avez 27 ans. Tout à fait. Et je porte à la connaissance aussi de nos amis un autre fait, c'est que vous êtes encore membre du Parti socialiste. Tout à fait. Donc, il y a des souverainistes au Parti socialiste. Est-ce qu'on entend leur voix? Ah, vous savez, au Parti socialiste, on n'entend pas tellement la voix de ceux qui ne sont pas dans le courant majoritaire. Même les sociodémocrates aujourd'hui, les tenants du courant hollandais traditionnel, les Stéphane Le Foll, etc., ont été mis en sourdine par Olivier Faure. Donc si vous voulez, le Parti socialiste n'est pas un parti où règne la démocratie interne comme moi je l'entendrais. Après, si vous voulez, moi je garde ma carte au Parti socialiste plutôt par loyauté, par fidélité à l'idéal socialiste. C'est le Parti socialiste qui a changé, c'est pas moi. Si vous voulez, moi je me reconnais dans Jaurès quand il défend les mineurs de Carmaux face au marquis de Solage. C'est ça pour moi le Parti socialiste. Alors, depuis, effectivement, il y a eu le tournant de la rigueur en 83, je le désapprouve. Il y a eu Maastricht en 92, je le désapprouve. Il y a eu beaucoup de socialistes en 2005 qui ont été favorables à la Constitution européenne, je le désapprouve aussi. Mais si j'y étais plus, si vous voulez, quelle légitimité aurais-je pour m'exprimer en tant que personne de gauche? Donc je préfère pas me dédouaner, je garde ma carte. Puis si un jour ils veulent plus de moi, ce sera leur affaire. D'accord. Est-ce que vous connaissez Céline Pigna, qui est une contributrice qu'on apprécie beaucoup à Front Populaire, femme de talent, qui vient aussi de la gauche et qui vient du Parti socialiste? Alors je la connais évidemment parce qu'elle a écrit, parce qu'elle a parlé, parce qu'elle s'exprime souvent, et je trouve qu'effectivement elle a beaucoup de courage, Céline Pigna, parce qu'elle fait partie de ces socialistes qui sont restés loyaux, fidèles à leurs convictions, notamment le combat de Céline en matière de laïcité, que je partage tout à fait. Et je crois que si vous voulez, il y a deux stratégies finalement. Ou on reste à l'intérieur, vous savez, c'est le vieil adage, ou on reste à l'intérieur, on essaie de le changer, ou alors on s'en va tout de suite. Moi j'ai choisi un peu la voie du milieu, c'est que j'y suis encore. J'ai un peu renoncé, pour être honnête, à le changer de l'intérieur parce qu'il y a des rigidités, etc. Mais vous savez, je connais beaucoup de militants au Parti socialiste en région. Moi, je suis de la région bordelaise, j'ai une maison en Deux-Sèvres. Et quand je parle avec des militants de gauche en Deux-Sèvres, mes voisins, mes amis, pareil en Gironde, il y en a beaucoup qui sont d'accord avec ce qu'on dit à Front Populaire. Il y en a beaucoup qui sont d'accord pour que la France soit plus indépendante. Il y en a beaucoup qui trouvent que la mondialisation, c'est pas forcément une bonne chose. Il y a beaucoup qui disent qu'on pourrait réguler les flux migratoires. Mais ils ne sont pas entendus. Ils ne sont pas entendus parce que le Parti socialiste est devenu un parti de grands élus. Il y a quasiment plus d'élus que de militants. Tout le monde est élu, tout le monde se bagarre pour les places à chaque élection intermédiaire. Et donc, c'est devenu un parti de caciques et c'est plus un parti de militants populaires. Moi, ma grand-mère, elle était femme de ménage à Sarcelles, et si vous voulez, ils étaient au Parti communiste français. Et ça avait du sens à l'époque pour toute la famille de mon papa. On militait, on s'engageait, on échangeait la cellule du parti, c'était quelque chose de fort. Donc c'est au fond de nous ça. Et aujourd'hui, se le faire subtiliser par des appareils qui n'ont que faire des convictions des militants ou de leurs orientations politiques, et qui restent dans des vieilles lunes, si vous voulez, et qui embrassent les théories américaines de l'idéologie woke, de la cancel culture, etc., je vous avoue que c'est affligeant, ça fait beaucoup de mal. Alors vous avez parlé de votre grand-mère, est-ce que ce serait indiscret de vous demander que faisaient ou que font encore vos parents?
Alors mon papa, il était agriculteur biologique quand j'étais petit, il était maraîcher, donc on travaillait ensemble. Il me faisait d'ailleurs souvent sécher l'école pour aller aligner les carottes, etc. D'ailleurs, petite parenthèse sur les carottes, on n'était pas du tout dans la permaculture, même s'il était en bio, parce que si vous voulez, quand vous plantez 100 mètres de carottes, il faut les éclaircir. C'est important, sinon elles poussent mal, elles poussent de travers, il faut les irriguer, parce que sinon elles poussent aussi de travers, ça pousse dans des terres sablonneuses, on était dans les Landes de Gascogne. Donc c'est voilà, bon, parenthèse refermée sur la partie carotte, mais si vous voulez, voilà, j'aimais travailler avec mon père, je séchais souvent la classe pour aller travailler avec lui, on se levait le matin au marché, et ma maman est orthoptiste. Donc c'est une profession paramédicale, si vous voulez, c'est la rééducation des yeux auprès d'un ophtalmologue. Voilà. D'accord. Bon, ils se sont rencontrés à Bordeaux, et c'est la ville où moi j'ai grandi. Jusqu'à il y a assez peu, finalement ça fait 4 ans que je suis à parité parisien et habitant des deux Sèvres. Oui, vous venez à Paris pour notamment contribuer sur RTL à l'émission d'Éric Brunet. Et donc c'est le mardi 19h-20h et le jeudi soir sur LCI. Tout à fait. Avec Éric Brunet aussi. Avec Éric Brunet aussi. On peut dire aussi qu'on s'est un peu connu grâce à Éric Brunet. Absolument, voilà. Absolument. Qui invite des gens de tous les horizons et vraiment justice lui soit rendue et hommage lui soit rendu également. Alors, puisqu'on est dans la partie portrait, je voulais savoir qu'est-ce qui vous a fabriqué en termes de lecture et qu'est-ce qui vous a fabriqué en termes d'études. Vous avez fait quel type d'études, quel cursus? J'ai fait mon lycée à Bordeaux, un lycée public, le lycée François Magendie. Et puis après, j'ai passé le concours de Sciences Po Bordeaux. J'ai été reçu en liste d'attente. Donc j'étais un peu passé sur le fil du rasoir. Hein. J'étais d'un milieu où on n'avait pas fait de grandes écoles, donc je ne savais pas trop ce que c'était qu'une grande école. Pour tout vous dire, je ne savais même pas qu'il y avait un concours pour rentrer à Sciences Po à 18 ans et je ne savais pas non plus ce que c'était qu'une prépa. Bon, cela étant, j'ai fait Sciences Po. Après, j'ai fait l'ESSEC, qui est une école de commerce à Paris, parce que je voulais essayer de comprendre un peu l'écosystème des entreprises que je connaissais finalement assez mal. Après, j'ai intégré un cabinet de conseil et puis en parallèle, j'ai écrit mon premier livre quand j'étais à l'ESSEC. Et après, j'ai continué à écrire, j'aime beaucoup ça. Bon, j'écris d'autres textes un peu plus personnels sur les Deux-Sèvres, sur ma maison. Je fais beaucoup de micro-histoires de ma maison parce que quand on fait de la micro-histoire autour d'un village de 200 âmes, on comprend l'histoire de la France, en fait, si vous voulez, par extension. Et c'est fascinant de voir les stèles, les pierres tombales des habitants de ce village de 200 âmes, la façon dont elles se sont façonnées, construites, déplacées, etc., etc. C'est quelque chose qui me transporte beaucoup. Après, ce qui a fait mon parcours intellectuel, si on peut dire, c'est plutôt, d'une part, je pense, mes parents, mon histoire. Je viens d'une famille de gauche, et ça vous façonne, qu'on le veuille ou non. Mon papa était anarchiste. Vous avez grandi avec les éditions sociales dans la maison ou pas? C'est ces livres rouges, vous vous en souvenez? Oui, mon père en avait, mais j'ai grandi avec ça. Mon père aimait beaucoup l'histoire, donc il me racontait l'histoire des invasions barbares. Il aime beaucoup ça, et puis il aime l'histoire des tziganes. Donc on parlait beaucoup des tziganes, etc. Donc c'était vraiment assez porteur pour moi. C'est un lecteur assidu du Monde diplomatique et de France Culture. Donc si vous voulez, il m'a quand même beaucoup nourri intellectuellement, et nos discussions étaient souvent fécondes. Y compris quand on allait faire les marchés ou quand on allait vendre nos légumes dans les AMAP. Mais effectivement, je pense que ça a participé aussi de ma culture. Puis après, à un moment donné aussi, on se détache un peu de ses parents. Et on a grandi. Mon père me traitait de social traître parce que j'aimais mieux Jaurès à Proudhon, donc on en plaisantait. Mais c'est vrai que certains livres ont été structurants. L'Armée nouvelle de Jaurès a été structurant pour moi parce qu'il y a toute la dimension patriotique de Jaurès et à la fois une dimension intégratrice de toutes les populations, y compris les populations ouvrières. Donc c'est extraordinaire de patriotisme et en même temps de vision sociale. Donc pour moi, c'est un des livres qui me guide beaucoup et qui montre que finalement le patriotisme et la gauche, c'est plus que compatible, c'est consubstantiel. Vous n'avez pas répondu sur d'autres auteurs qui n'auraient rien à voir avec la politique, mais des romanciers. Est-ce qu'il y a des auteurs qui vous ont fait vibrer ou qui vous font vibrer encore? Alors j'aime beaucoup la littérature du 19e siècle et je suis un fan inconditionnel de Maupassant. Je lis beaucoup Maupassant et j'irai même plus loin dans la façon dont je vis à la campagne, la façon dont j'occupe ma maison qui date du 19e siècle. J'essaie de recréer l'univers des livres de Maupassant. Et je trouve qu'il a un côté, si vous voulez, ça fait partie de ces livres d'ambiance que j'aime lire. J'imagine la Normandie, chère d'ailleurs à Michel Onfray. Et effectivement, amener un livre de Maupassant quand on va en Normandie ou quand on rentre dans sa maison, c'est quelque chose qui pour moi est à la fois réconfortant, qui me rend heureux, qui me rend bien. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Oui. Effectivement, je crois que c'est mon auteur préféré. Après, vous dire des auteurs vivants, j'ai un peu plus de mal avec les auteurs contemporains. Évidemment, j'aime beaucoup Houellebecq. Je trouve qu'il arrive à dépeindre notre société dans une forme de vide sinistre. La misère sexuelle est aussi évoquée par Houellebecq. Et très franchement, il a aussi participé de façonner mon appréciation de notre société, de ses dérives, de ses misères aussi. Et en cela, je lui suis très reconnaissant et il a été extrêmement éclairant. D'accord.
Vous avez parlé de Houellebecq, vous avez lu La carte et le territoire notamment, c'est un ouvrage qui a compté pour vous ou pas? Alors, il a compté moins que d'autres ouvrages de Houellebecq. J'ai lu ces derniers aussi, j'ai lu Sérotonine, j'ai lu Soumission, et effectivement, un livre comme Soumission, par exemple, on lui a fait de faux procès, alors que Houellebecq nous fait entrer dans une forme de dystopie qui prend tout son sens à l'aune de l'actualité, bien sûr, mais qui reste aussi d'une certaine façon romancée. Donc, si vous voulez, on ne peut pas non plus le lire de façon littérale, mais dans la compréhension du monde, dans la compréhension de l'évolution des religions en Occident, etc., je crois que c'est extrêmement éclairant. Et il arrive effectivement à nous faire entrer dans cet univers-là. Et puis, chez Houellebecq, il y a toujours aussi cette image de l'homme solitaire, qui doute de lui-même, qui est incertain, qui est parfois fragile. Et j'aime cette fragilité. Parfois, il y a même plus de poésie dans la fragilité d'un héros que dans son espèce, vous savez, de personnage nonchalant, parfait, etc. Donc, effectivement, je lui suis très reconnaissant pour ça. Alors, vous avez parlé d'auteurs qui vous ont marqué, mais vous êtes aussi auteur. Tout à l'heure, vous parliez de votre premier livre. Vous en préparez un second, si je suis bien informé. C'est très bien informé. informé. Il s'appelle Souverain demain. D'abord, ça va paraître quand, chez qui, et qu'est-ce que vous y dites? Alors, d'abord, je ne veux pas m'attribuer tous les mérites. J'ai coordonné une trentaine d'auteurs dans ce livre Souverain demain, qui est un projet plus large et qui est un livre, à la différence de mon premier livre, beaucoup plus politique. Notre but, c'est vraiment, si vous voulez, de peser intellectuellement sur le débat national, autant qu'on le pourra. On est peut-être un petit caillou dans tout ça, mais on a envie d'avoir une voix et que cette voix, elle porte dans nos propositions. Il y a donc une trentaine d'auteurs, 230, 240 propositions pour le pays, dans le cadre de la présidentielle. J'ai voulu solliciter des amis, beaucoup d'amis d'horizons différents, auxquels on ne donne pas forcément la parole. J'ai un ami qui est apiculteur, qui va contribuer sur la partie biodiversité et d'environnement. J'ai des amis qui sont professeurs, qui vont travailler sur la partie sur l'éducation. Voilà, on a une myriade d'auteurs comme ça, que j'ai fait travailler pendant 6-8 mois, avec leurs avis, avec leur expérience du terrain, avec leur expertise. Et c'est extrêmement enrichissant. Je ne me voyais pas écrire à moi tout seul un livre-programme, si vous voulez, avec 22 grands items, avec 250 propositions, sans avoir un minimum d'apport de tous ces gens qui m'ont énormément nourri. D'accord, et je ricanais parce que je pensais à tous ces chefs de file de partis politiques qui, eux, s'attribuent les mérites de la fabrication d'un programme avec beaucoup moins de vergogne que vous. Tout à fait. Ou beaucoup plus de vergogne, pardon. Oui. Donc, c'est à paraître quand et alors, chez quel éditeur? Ça va paraître le 26 octobre, chez mon éditeur habituel, chez lequel j'avais fait mon premier livre, les éditions Marie B, qui est un petit éditeur avec lequel je m'entends très bien et qui m'aide beaucoup dans nos travaux, etc. On travaille vraiment de concert avec eux. Et puis, si vous voulez, pour la plupart de mes auteurs, c'est le premier livre dans lequel ils publient. Donc j'ai vraiment envie qu'ils aient aussi une place importante et que nos amis les journalistes, nos amis les médias, les lecteurs, s'emparent aussi des thèmes que développent nos auteurs. Alors malheureusement, certains auteurs seront anonymes parce que j'ai eu le concours de diplomates, de militaires en activité, et de gens qui, si vous voulez, ont beaucoup travaillé, nous ont beaucoup aidé. On a un chapitre diplomatie qui est très très solide, parce que je pense que la question diplomatique, on le voit en ce moment avec les sous-marins, consubstantielle de la pensée souverainiste, c'est très important. Donc on a là-dessus un très beau chapitre. Mes amis militaires, je crois que j'ai 3 armées qui sont représentées, la terre, la mer et l'air. Ils ont fait un travail aussi assez formidable sur l'armée. On propose par exemple de passer à 3 points de PIB la dépense militaire. Enfin, il y a vraiment beaucoup de propositions, des propositions assez innovantes. Et j'aimerais bien que le curseur dans cette élection se place sur un certain nombre de propositions. J'ai moi-même contribué, j'ai écrit un chapitre sur la culture, où je propose des musées d'histoire de France dans un certain nombre de villes, où je propose un retour à l'exposition universelle. Vous savez, cette exposition universelle à l'occasion de laquelle on a présenté la Tour Eiffel en 1889, etc. Et je pense que faire rayonner notre pays par sa culture, affirmer son identité, n'est pas une chose de droite, n'est pas une chose d'extrême droite, c'est une chose qui concerne tous les Français. Alors on va revenir à cette ancienne ligne de clivage droite-gauche qui est aujourd'hui dépassée par la question du souverainisme. Mais je voulais vous faire une petite observation, parce que finalement Souverain demain, c'est un peu ce que l'on prépare aussi à Front Populaire et compagnie, c'est-à-dire toutes les 3000 membres des compagnies de Front Vous êtes plus nombreux que nous. Qui ont apporté chacun leur contribution. C'est un livre qui a été écrit à 3000 mains réellement et que nous apprêtons à sortir prochainement. On le distribuera aussi parce qu'on veut qu'il rayonne le plus possible. Et c'est exactement la même démarche que vous. C'est de dire on n'est pas obligé d'être un homme politique pour peser sur la politique. On peut aussi
arriver avec des propositions, on peut les mettre sur la place publique et qu'elles soient, et tant bien, même si elle est portée et récupérée, entre guillemets, cette idée, tant pis, c'est pas très grave. Finalement, ce qui compte, c'est que ces idées progressent. Qu'elles soient récupérées par la droite, par la gauche, c'est pas si grave si elles sont appliquées. Absolument, et c'est même, je pense, l'essence du souverainisme. C'est ce qui nous distingue d'ailleurs, c'est ce qui fait la force du souverainisme, c'est que ces deux piliers, la souveraineté nationale et la souveraineté populaire, Front populaire. Et la beauté d'initiatives comme la revue Front populaire, le fait que des personnes de tous horizons puissent contribuer, le fait qu'on puisse appeler à l'expertise populaire, c'est ça qui est magnifique. On l'a vu avec les Gilets jaunes, on l'a vu avec toutes les mobilisations sociales non conformes à ce qu'on connaissait jadis avec les syndicats, etc. Je crois qu'il y a un besoin d'expression populaire. Et si nous, modestement, on peut s'en faire les relais, travailler avec tout le monde et essayer de produire quelque chose de collectif, ce sera une vraie rupture par rapport, comme vous le disiez très bien, aux vieux partis traditionnels, à l'establishment, où, si vous voulez, effectivement, c'était écrit dans les couloirs d'un congrès avec apport des uns et des autres pour pouvoir faire de la tambouille politique, politicienne, alors qu'en fait, les idées, c'est trop pur pour être confié à des personnes qui agissent par intérêt et par ego. Donc, si nous, on arrive à quelques-uns, effectivement, à mettre sur la place publique un certain nombre de propositions et d'idées qui émanent de la société civile, comme on dit, même si j'aime pas trop ce mot-là, je crois qu'on aura déjà gagné notre pari. Absolument. Alors on va dire un mot de ces clivages politiques réputés, droite, gauche. On va dire un mot aussi du souverainisme. Est-ce que vous faites partie de ces souverainistes, comme un Front populaire, pensent que souverainiste de droite, souverainiste de gauche, de nulle part ou d'ailleurs, ce n'est pas si important que ça de connaître sa famille d'appartenance. Ce qui compte, c'est surtout faire progresser les idées du souverainisme. Et est-ce que vous seriez tenté par l'idée d'un rassemblement des souverainistes ? J'y suis plus que tenté, j'ai envie d'y contribuer. Et si demain, quelqu'un qui venait de la droite ou du centre ou d'ailleurs, mais qui se réclamait souverainiste, me disait « Tiens, j'ai un projet, tentons l'aventure ensemble et écrivons une page », j'irai en avant. Et donc, si vous voulez, effectivement, le clivage gauche-droite n'est plus la bonne clé d'analyse, la bonne clé de lecture pour comprendre notre monde. On peut venir de la gauche, on peut aimer l'histoire de la gauche, on peut aimer la pensée de gauche, on peut relire les écrits qui ont émané de la commune. On peut préférer les gens à l'argent. Bien sûr, c'est ce qui reste encore de l'idée que l'on se fait d'un homme de gauche. Bien sûr, même si quelqu'un comme le général de Gaulle, par exemple, est un peu inclassable. La droite se l'est approprié. Pourquoi pas ? Enfin, le général de Gaulle, c'est aussi un homme social, c'est aussi un homme qui a gouverné avec les communistes, c'est aussi un homme qui a produit et a conçu beaucoup de nos acquis sociaux, dont les institutions transpirent de gaullisme, l'économie transpire du gaullisme, il est incontournable. Donc moi, je plaide pour l'arc boréal, si vous voulez, de Jaurès jusqu'à de Gaulle. Et je pense que les deux sont parfaitement complémentaires. Donc je crois qu'aujourd'hui, effectivement, il faut dépasser ces clivages parce qu'en face de nous, les mondialistes, le camp du progressisme, le camp international plus réputé du progressisme, même si ils ne sont vecteurs d'aucun progrès en définitive, sont unis. C'est d'ailleurs le talent d'Emmanuel Macron. Il a réussi à unir des gens qui ne pensent rien ensemble, qui sont pour beaucoup d'entre eux opportunistes, mais pas que, et qui se sont réunis autour d'un intérêt peut-être particulier ou peut-être commun. On ne va pas leur faire de faux procès. Mais nous, on est un peu idiots en face parce qu'on a des gens effectivement qui viennent de la gauche, qui disent « moi je ne veux pas travailler avec la droite », des gens de droite qui disent « ah non, la gauche c'est un relent soviétique, etc. » Alors qu'au fond, nous avons des points communs, des points d'alliance énormes. Moi aujourd'hui, je me sens plus proche d'un gaulliste social, d'un gaulliste affirmé, qui croit à l'indépendance nationale, qui croit qu'on peut affirmer notre voix dans la diplomatie, qui croit qu'il faut réguler les flux migratoires, qui croit que l'ordre public c'est aussi une question importante. Écoutez, moi, si je suis plus d'accord avec lui qu'avec Sandrine Rousseau, je vais le rejoindre à lui. Et si vous voulez, mais on nous a aussi, on a créé des condamnations morales contre l'idée de souverainisme. Aujourd'hui, on a classifié le souverainisme quelque part entre le NSDAP et je ne sais quoi d'autre. Enfin, c'est insultant. C'est pas ça le souverainisme. Je crois que... C'est une idée simple, c'est vouloir être maître chez soi, ce qui n'est pas un problème. Quand on est un petit propriétaire et que l'on a une maison, on ne demande pas au syndic de copropriété de choisir la couleur de sa tapisserie. Et la souveraineté nationale, c'est même, au-delà du petit propriétaire, c'est même le seul bien de ceux qui n'ont rien. Quelqu'un qui n'a rien, s'il n'a pas de frontières, s'il n'a pas de nation, s'il n'a pas de service public, si la voix de son président ne compte pas à l'international, il n'est rien. Il n'est rien, il est comme un citoyen américain. Il doit payer 50 000 $ pour faire une chimio. Voilà, ça c'est le contre-modèle, et nous c'est le modèle, à mon avis, qu'on doit suivre. Et je pense, je ne veux pas leur faire défaut, parce qu'ils sont plus de ce monde malheureusement, mais des Bonaparte, des Vercingétorix, des De Gaulle étaient pour moi tous à leur manière des souverainistes, parce qu'ils défendaient l'indépendance nationale contre l'adversité, parce qu'ils ont su se réunir pour l'intérêt national, parce que c'est l'intérêt national qui primait. Et je crois qu'aujourd'hui nous sommes dans une France crépusculaire, et que
nous unir, réunir tous ceux qui veulent que la France ne disparaisse pas, est devenu un impératif. Un impératif. Vous allez venir, on parle de politique, et vous allez venir le 4 octobre au Palais des Congrès voir ce débat entre Michel Onfray, souverainiste de gauche, Éric Zemmour, souverainiste plutôt de droite, lui pour le coup. Vous allez en être ? Bien sûr. Et si vous voulez, je vais écouter ça avec beaucoup d'attention parce que j'ai du respect pour les deux, parce que les deux sont des hommes de culture, d'intelligence, des amoureux de leur pays. Je crois qu'on ne peut le dénier ni à l'un ni à l'autre. Ce sont de très beaux esprits et je crois que ça va être effectivement, et puis je crois que ce sera constructif. Je crois qu'à la différence de beaucoup de débats, vous savez, les débats d'émissions politiques qu'on retrouve sur le service public ou ailleurs, où les gens s'envoient des fiches qui ont été écrites par 40 000 collaborateurs, moi je donne mon billet qu'il n'y aura pas de fiche écrite par les collaborateurs, qu'il y aura de l'intelligence pure. Je vous donne mon billet aussi. Ah bah écoutez, dans ces cas-là, j'y vais vraiment, vraiment, vraiment avec beaucoup de plaisir. Bon, alors franchement, ça nous ferait plaisir aussi à Front Populaire de vous accueillir de temps en temps ici, si vous, au rythme que vous voudrez bien nous consacrer, pour venir parler de l'actualité, pour venir parler de l'actualité du souverainisme ou de l'actualité en général. Est-ce que vous en acceptez la proposition ? J'en accepte la proposition et j'en profite pour vous remercier parce que c'est très aimable de m'avoir invité. Voilà, je suis jeune et c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de faire une place aux jeunes, donc c'est adorable à vous de m'avoir reçu. Au contraire, nous on est très fiers de parler des souverainistes qui ont 20 ans, et pas que de cela évidemment, mais c'est important de montrer que le souverainisme est une idée qui est une idée vive. Merci à tous, à très bientôt pour Portrait de souverainiste.